Alors, section 1.3, ici, on étudie les propriétés des conducteurs et des isolants. Parce qu'on sait, on a vu jadis, que la charge électrique se transmet d'un objet à un autre par triboélectricité. Il y a certains objets qui ont la propriété de bien conduire l'électricité. Donc, en fait, les charges sont assez mobiles, donc on va pouvoir avoir un équilibre de charge plus facilement à l'intérieur de l'objet, tandis que d'autres objets qui sont isolants vont avoir de la misère à atteindre cet équilibre de charge-là. Donc, le sujet principal, les isolants et les conducteurs. Donc, dans mon exemple ici, ce que je veux vous montrer, c'est que je prends deux extrêmes. Dans le fond, je prends deux sphères de même rayon, disons, là. Mais il y en a une qui est en cuivre, l'autre est en polystyrène. Donc, vous savez probablement que le cuivre est un excellent conducteur et que le polystyrène est un excellent isolant. Ce que je vais faire, c'est qu'avec une tige ici chargée positivement, c'est la même tige là, okay? Ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'arranger pour aller toucher aux sphères de cuivre et de polystyrène. Puis par le contact, il y aura un transfert de charge d'un objet à un autre. Peut-être pas énorme, mais il va y avoir un transfert de charge. Donc, après le contact, on peut supposer que mes charges vont être localisées à l'endroit où le contact aura eu lieu. Bon, évidemment, ce qui va faire la différence entre un isolant et un conducteur, c'est que si j'attends un petit peu, 10 à la moins 12 secondes, ce qui arrive, c'est que pour mon conducteur, donc pour ma sphère de cuivre, les charges vont être disposées de façon équilibrée. Okay? Donc, les charges vont s'être dispersées pour atteindre un équilibre, donc une densité de charge qui est à l'équilibre. Tandis que pour le polystyrène, 10 à la moins 12 secondes, ça ne changera absolument rien. Okay? Donc, les charges vont être disposées de la même façon. Ça ne veut pas dire que le polystyrène n'atteindra pas cet état-là. En fait, ce que ça veut dire, c'est que ça va prendre plus de temps. Donc, on parle ici pour le polystyrène 300, 320 ans. Okay? Si j'attends ce temps-là, je vais atteindre un équilibre de charge à l'intérieur du matériau. On comprend que 10 à la moins 12 secondes ou 320 ans, qui correspond à peu près à un temps de l'ordre de 10 à la 10 secondes, c'est très différent. Okay? Donc, on a ici justement ce qui caractérise un excellent conducteur, où là, la mobilité est extrême, puis les charges vont s'équilibrer pratiquement instantanément, versus un isolant où ça prend énormément de temps avant que les charges puissent changer de place dans le matériau. Donc, ce temps-là, c'est un ordre de grandeur, mais on a, de toute façon, entre le conducteur puis l'isolant, il y a des conducteurs qui sont meilleurs que d'autres, il y a des isolants qui sont meilleurs que d'autres. Donc, ça vous donne finalement, il y a une plage de possibilités entre les deux. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un matériau peut être isolant ou conducteur? Donc, pour vous expliquer le principe là, de pourquoi, en fait, certains matériaux ont cette propriété-là de bien conduire l'électricité, juste faire un petit rappel sur ce que vous avez déjà appris en chimie. Donc, on sait que l'atome est composé d'un noyau et d'une couche d'électrons. Donc, ici, il y a 4 exemples, hydrogène, oxygène, azote et carbone. Puis, on sait que le noyau est fixe. Le noyau, il n'y aura pas d'échange de charge possible. Par contre, les nuages électroniques et les orbitales, les niveaux d'énergie, niveau fondamental, etc. Puis, sur chaque niveau, on peut placer des électrons. Vous avez vu que les niveaux qui sont incomplets sont des niveaux pour lesquels on a des électrons de valence. Ces électrons-là vont servir éventuellement à faire des liaisons moléculaires, par exemple. C'est sûr que nous, dans ce cours-ci, si on regarde la propriété des matériaux à conduire l'électricité, on ne parle pas de molécules, on parle plus de cristal ou de matériaux. Par exemple, si on prend
un cristal de cuivre. Dans le fond, là, pour former un cristal, ce qui arrive, c'est qu'il y a des liaisons qui vont se faire entre les atomes. Puis on va avoir, c'est plus des atomes qu'on a. En fait, ce qu'on va avoir, c'est un réseau cristallin de cette façon-là. Donc, par exemple, chacune des sphères ici pourrait être un atome de cuivre et il y a des liens qui se font entre chacun de ces atomes-là. Bon, les électrons qui font partie de chaque atome de cuivre, il y a des électrons qui vont être fortement liés au noyau, puis d'autres, comme les électrons de valence, qui vont l'être, mais un petit peu moins. Pour qu'un électron puisse conduire l'électricité, donc pour qu'il puisse bouger à l'intérieur du cristal, comme ça, il faut absolument qu'il fasse partie, il faut qu'il soit dans un niveau d'énergie tel que la conduction est possible. Là, c'est là que je vais vous parler très brièvement des structures de bande. Parce que dans un atome, pour faire un parallèle, dans un atome, vous avez des niveaux d'énergie. Okay? On sait que l'électron peut passer du niveau 1 au niveau 2, au niveau 3, tout dépendamment des circonstances. Dans un cristal comme ça, les niveaux d'énergie ne s'appliquent plus nécessairement. Donc, on parle plutôt des niveaux d'énergie relatifs à des bandes d'énergie. Puis là, si on regarde, par exemple, bon, évidemment, par exemple, vous avez une bande ici, en bleu, en turquoise. Cette bande-là correspond à la bande de valence. Ça veut dire que les électrons qui sont dans voilà comme un niveau, là. Les électrons qui sont dans cette bande-là, dans ce niveau-là, sont considérés comme étant des électrons de valence. Pour que l'électron puisse participer à la conduction d'un métal ou pour qu'il soit mobile à l'intérieur du métal ou du matériau, il faut absolument qu'il passe de la bande de valence à la bande de conduction. Okay? Mais le problème, c'est qu'entre ces deux bandes-là, généralement, il y a un gap, il y a une différence d'énergie. C'est comme dans un atome. Entre le niveau 1 et le niveau 2, il y a une différence d'énergie. Donc, ici, cette différence d'énergie-là va être différente dépendamment du matériau. Si c'est un métal, donc un métal, la particularité, c'est que ces deux bandes-là se superposent. Ce qui veut dire qu'en tout temps, j'ai des électrons qui peuvent participer à la conduction parce qu'ils peuvent automatiquement se rendre à la bande de conduction. Dans les isolants, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, c'est le contraire. Même que je dirais que la particularité, c'est que dans un isolant, la différence d'énergie est tellement grande que pour qu'un électron puisse passer de la bande de valence à la bande de conduction, les probabilités sont beaucoup plus faibles. Okay? Donc, plus le gap est grand, plus la probabilité est faible. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a moins d'électrons de conduction. Donc, il y en a, mais il y en a beaucoup moins. Donc, ce qui fait en sorte que le temps est beaucoup plus long pour équilibrer les charges. Donc, les deux extrêmes sont là, métal et isolant, donc en fait, conducteur et isolant. Évidemment, cette bande-là peut varier. Hein. Pour un métal, on pourrait avoir le croisement pourrait être plus ou moins grand, donc ce qui fait en sorte qu'on a un meilleur ou un moins bon conducteur. Entre les deux, on a les semi-conducteurs, puis ça, on en reparlera éventuellement dans la session, mais juste pour vous dire que les semi-conducteurs, la particularité, c'est que le gap d'énergie, il y en a un, mais il n'est pas gros. Okay? Puis, ce qui est particulier là-dedans, c'est que, ce qu'on va apprendre, c'est que cette différence d'énergie-là est influencée par la température du matériau. Donc, par exemple, si la température augmente, si le matériau a une température plus élevée, le gap va diminuer. Donc, le semi-conducteur a la propriété que si la température augmente, on diminue la distance entre les bandes, puis éventuellement, ce qu'on va avoir, c'est qu'à haute température, on va avoir un comportement de métal, puis à basse température, un comportement d'isolant. Okay? Donc, c'est des semi-conducteurs, c'est la propriété, c'est qu'ils vont agir dépendant de la température, comme des conducteurs ou des isolants. Donc, le nombre d'électrons de conduction dans un matériau me donne finalement, on appelle ça des porteurs, okay? Les porteurs de charge.
c'est les électrons qui vont être mobiles puis qui vont pouvoir parcourir la totalité de l'espace du matériau. Donc, c'est ces électrons-là qui vont équilibrer les charges. S'il y a un surplus, en fait, s'il y a un manque d'électrons à un endroit, par exemple, disons que ce morceau de cuivre-là, donc par interaction, je pourrais y soutirer des charges sur le côté gauche. Bien, ce qu'on va avoir, c'est que les électrons qui composent le reste de la matière vont rapidement aller équilibrer ce manque d'électrons-là. Donc, en gros, la charge va être équilibrée à l'intérieur du matériau. Donc, cette mobilité des électrons de conduction fait en sorte qu'on peut voir apparaître des phénomènes assez intéressants, des phénomènes d'induction, induction électrique. Donc, on verra aussi l'induction, on a en magnétisme aussi. Bon, l'induction, ce que c'est l'action à distance. Donc, on peut à distance, évidemment, je vais faire référence au conducteur, parce qu'on sait que dans un conducteur, les électrons étant mobiles, ben, c'est possible de les repousser ou de les attirer avec une charge extérieure. Donc, c'est ça de l'induction, en fait, c'est pouvoir faire bouger à distance, donc sans contact, des électrons. Donc, ce que je vais utiliser comme dispositif ici pour expliquer l'induction électrique, ben, c'est celui-ci. Donc, ce que j'ai, c'est que j'ai un conducteur, donc une sphère conductrice, un métal quelconque, qui est supporté par une tige isolante, donc un très bon isolant. Donc, on peut considérer qu'il n'y a aucune mobilité de charge ici. Puis, le tout repose sur la Terre. Donc, en passant, la Terre, il faut considérer qu'elle agit comme un conducteur. La Terre est électriquement neutre, mais en même temps, elle contient un nombre incroyable d'électrons de conduction. Donc, par exemple, si si je reliais le conducteur à la Terre directement par un fil de métal, bien, automatiquement, la Terre viendrait équilibrer les charges à l'intérieur du conducteur. Bon, première petite expérience, en fait, c'est que je vais prendre mon conducteur, puis là, je suppose qu'il est neutre. Donc, il est électriquement neutre au départ. Ce que je vais faire, bon, je vais approcher une tige qui est chargée. Donc, le type de charge, disons que c'est des charges positives. Donc, l'objet est chargé positivement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que cet objet-là a un manque d'électrons. Il y a juste moins d'électrons qu'il y a de protons. J'approche l'objet de mon conducteur. Mon conducteur étant composé de noyaux, donc de protons, qui sont fixes, et d'électrons de conduction. Donc, si j'approche des charges positives près de mon conducteur, donc je vais avoir une attraction électrique entre les charges positives et les charges négatives qui sont mobiles à l'intérieur du conducteur. Donc, je vais retrouver vers la gauche ici, un amoncellement de charges négatives qui sont attirées par les charges positives de l'objet qui est à gauche. Évidemment, ces charges négatives-là proviennent d'où? Ils proviennent de l'ensemble du conducteur. Ce qui fait en sorte que nécessairement, ce qu'on va avoir, c'est à quelque part dans le conducteur une carence d'électrons. Donc ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 signes négatifs. Donc je devrais avoir 5 signes positifs à droite. Ce qui fait que le conducteur est toujours électriquement neutre. Okay? La somme des charges vaut 0. Mais les charges négatives étant attirées par les charges positives de cet objet-là, ben, on va avoir une densité de charges négatives ici vers la gauche, et à la droite, ben, un manque d'électrons, donc des charges positives. Donc, c'est de l'induction. L'induction parce que l'objet qui est ici, qui est chargé, il est toujours séparé. Il n'y a aucun contact entre la tige qui est ici et le conducteur. Mais à distance, on est capable de faire bouger les charges dans le conducteur. Évidemment, si j'avais chargé l'objet ici avec des charges négatives, qu'est-ce qu'on aurait eu?
ben, les charges négatives seraient ramassées à droite, puis j'aurais des charges positives à gauche. Okay? Deuxième situation, en fait, ce que je peux faire, je peux utiliser le même principe d'induction. Je peux faire plein de choses intéressantes, comme par exemple, je pourrais m'arranger pour charger les sphères par induction. Donc, je prends deux sphères identiques, même principe, reliées avec des tiges isolantes à la Terre. Bon, les deux sphères se touchent, c'est important. Il y a un point de contact entre les deux sphères. Donc, pour faire différent, je vais approcher un objet qui est chargé négativement. Donc, l'objet est approché ici, près des charges. Je vais avoir des charges négatives à l'intérieur de l'objet. Par induction, donc les charges négatives vont être, en fait, les charges négatives qui sont mobiles, les électrons de conduction dans ce conducteur-là, celui-là. Là, vu qu'il y a un point de contact, là, les électrons peuvent traverser sans aucune contrainte. Donc, on peut quasiment considérer que c'est un seul et même conducteur. Donc, la répulsion va faire en sorte que les électrons de conduction vont se ramasser complètement à droite sur la sphère de droite. Et pour les mêmes principes que tantôt, par conservation de la charge, ben, ce qu'on va retrouver à gauche, c'est un manque d'électrons. Donc, je vais arriver à séparer les charges de cette façon-là par induction. Donc maintenant, si j'arrive à séparer les deux sphères en gardant l'objet à gauche, donc si je garde l'objet à sa position ici, mais que je sépare les deux charges pendant que l'induction a lieu, ben on remarque que j'arrive à charger mes sphères par induction. Donc par après, ce qui arrive, c'est que si j'enlève l'objet qui est chargé, ben vous voyez clairement que ce que je vais avoir, c'est deux objets qui sont de charge opposées. Donc ici, j'avais, évidemment, vu que c'est des conducteurs maintenant, et ben, les charges vont se rééquilibrer. Donc, j'ai un objet qui est chargé négativement à droite et positivement à gauche, mais on va avoir quand même une certaine attraction entre les charges négatives et positives. Donc, oui, les sphères sont chargées, donc positives et négatives. Si la sphère était éloignée une de l'autre, on verrait qu'il y aurait un équilibre, là, on aurait une disposition équilibrée autour de la surface. Là, vu qu'ils sont près une de l'autre, mais qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une attraction entre les charges positives et négatives. Donc, on peut s'attendre à ce que le côté droit ici ait globalement une charge qui est positive, puis lui, une charge négative. Mais bon, l'important, c'est que par induction, je n'ai jamais touché les sphères avec ma tige au départ. Donc, par induction, j'ai séparé les charges, puis en séparant mes deux dispositifs, ben, j'arrive à les charger par induction. Mon dernier exemple, c'est avec une mise à la terre. Donc, une mise à la terre, ce que c'est, en fait, c'est, j'ai mon conducteur ici, c'est un fil conducteur, donc un fil de métal, par exemple, qui relie la sphère à la Terre. Donc ça, c'est le symbole de mise à la Terre. Trois petites lignes en forme de triangle. Là. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'il y a un lien direct entre la Terre et la sphère. Ce qui veut dire que bon, la Terre est tellement grande, tellement grosse, elle contient tellement d'électrons de conduction, que là, le potentiel d'aller équilibrer n'importe quel objet qui est relié à elle. Donc, ça veut dire, par exemple, que si, par exemple, ma sphère était au départ chargée négativement, par exemple, bien, le fait de relier la sphère à la Terre, bien, ces charges-là, qui étaient en surplus, iraient directement à la Terre. Okay? Donc, j'aurais une neutralité entre la sphère et la Terre. Donc, pourquoi ça peut faire ça? Parce que la Terre est immense. Puis, elle est électriquement neutre. Donc, la petite sphère qui est ici, là, qui est chargée négativement, par exemple, c'est rien par rapport à la neutralité de la Terre. Donc, la Terre va absorber ces charges-là.
Dans le cas contraire, si la sphère était chargée positivement, donc s'il y avait un manque d'électrons, le fait de la relier à la Terre, bien, automatiquement, les électrons de conduction, qui sont en énorme majorité dans la Terre, viendraient équilibrer les charges de ma sphère. Donc, finalement, quand je relie un conducteur à la Terre, je le neutralise. OK, alors ce que je fais, c'est que je prends encore un objet qui est chargé. Donc, pour faire différent, je vais le charger positivement cette fois-ci. J'approche l'objet de ma sphère. Donc, encore une fois, par induction, il n'y a pas de contact. Qu'est-ce qui arrive? Si ma sphère est reliée à la Terre, ben, les électrons de la Terre, on peut le voir de deux façons. Oui, ça peut être comme tantôt, là, je pourrais avoir une séparation de charge là, entre les électrons de la sphère. Dans le fond, je peux avoir les électrons de conduction dans la sphère qui se retrouvent à gauche. Et à droite, ce que j'aurais, c'est un manque d'électrons, donc des charges positives. L'histoire là-dedans, c'est que vu qu'on a un lien avec la Terre, c'est que je pourrais le dessiner comme ça. Disons que ces charges positives-là, en fait, ils n'existeront pas parce que je vais avoir, par la mise à la Terre, je vais avoir la possibilité d'aller chercher des électrons de la Terre pour aller équilibrer ce manque de charge. Donc, au final, ce que je vais avoir, c'est une charge nulle à droite, puis une charge négative à gauche, un petit peu comme ça revient au même de dire finalement que l'objet qui est ici va aller attirer des charges, donc des électrons, qui proviennent de la Terre, en fait. Ça en vient jusqu'ici là, par attraction. Donc, maintenant, je peux faire plein de choses avec ça. Bon, évidemment, si j'enlève complètement mon objet chargé, qu'est-ce qui va arriver? Bien, ces charges-là vont retourner à la Terre, tout simplement. Okay? Par contre, si l'objet, je le laisse là, puis que je décide de couper la mise à la Terre, dans le fond, ce que je viens de faire, c'est que je viens d'emprisonner des charges à l'intérieur du conducteur. Donc, par après, ce que je peux faire, c'est enlever ma tige, puis en fait, je viens de charger par induction ma sphère en utilisant une mise à la Terre. Évidemment, là, ce qui va arriver par après, c'est que ben, je vais avoir un équilibre. Là. Okay, donc, il n'y a pas d'attraction entre les charges ici. Donc, à la fin, je vais avoir une sphère qui est chargée de façon uniforme. Et évidemment, il n'y a plus de mise à la Terre. Okay? Bon. Puis pour terminer, si je remets la mise à la Terre, ben, ce qu'on va voir, c'est que ces électrons-là, qui sont en surplus à l'intérieur de ma sphère, vont tout simplement migrer vers la Terre. Et on aura un objet qui est neutre, électriquement neutre. Donc, ça résume pas mal les principes de charge par induction. L'autre appareil qu'on peut utiliser, c'est, peut-être qu'en laboratoire, vous l'utiliserez, c'est l'électroscope. L'électroscope, là, à quoi ça peut ressembler? Évidemment, il y a plusieurs modèles qui existent. Ça ressemble à ça, en fait. Ce qu'on va avoir, c'est, ça prend toujours bon, évidemment, il y a un support extérieur, là. Donc ici, c'est comme une espèce de vase en verre. Ce qui est important, c'est que le support extérieur soit complètement isolé de la tige centrale. Donc ma tige centrale, ici, j'ai une extrémité. Ici, on met une sphère, mais dans plusieurs modèles, ça correspond à un plateau. Donc j'ai un plateau ici là, qui peut accumuler les charges. Si j'approche un objet chargé près de la sphère ou du plateau, en fait, ce qui va arriver, c'est que je vais aller attirer les charges de la base jusqu'en haut. Donc, vous voyez qu'à la base, ici, là, en fait, j'ai deux feuilles, des feuilles de métal. Ces deux feuilles-là ont la propriété d'être mobiles. Donc, ils peuvent se repousser, ils peuvent s'attirer. Donc, en gros, l'électroscope, donc si je prends ce modèle-là, OK? Ben, je peux
Donc, évidemment, j'ai enlevé, là, il y a toujours une armature autour, mais j'en fais abstraction aussi parce que c'est important. Là. Si j'arrive à charger, parce qu'il faut comprendre que le plateau, la tige, les feuilles sont tous en contact. Donc, c'est comme un seul et même conducteur. Si j'arrive à charger le plateau, ben, les charges vont se distribuer partout à l'intérieur du électroscope. Puis, mes feuilles vont se repousser parce qu'ils auront la même nature de charge. Okay? Donc, un des principes intéressants de mon électroscope, c'est que je peux détecter la nature, ben, en fait, je peux discerner, je peux détecter la nature d'une charge, si elle est positive ou négative. Donc, si je prends un électroscope qui est électriquement neutre, mes feuilles sont verticales, qui est neutre. Qu'est-ce que je peux faire pour le charger? Je pourrais utiliser, par exemple, la mise à la terre. Donc, si ma terre est ici, bon, je vais mettre une mise à la terre sur le plateau de l'électroscope. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour le charger? Donc, je veux le charger négativement. Okay? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais approcher un objet qui est chargé positivement. On a vu tantôt que, évidemment, l'objet chargé positivement va avoir la capacité d'attirer des électrons qui proviennent de la Terre, puis on va avoir sur notre plateau un amoncellement de charges négatives. Maintenant, si je veux que ces charges négatives-là restent à l'intérieur de l'électroscope, qu'est-ce que je dois faire? Je dois couper complètement la mise à la terre. Donc là, je viens d'emprisonner mes charges. Ce que je peux faire par après, c'est enlever l'objet en question, de sorte que finalement, donc ces charges-là qui sont à l'intérieur de mon électroscope vont se retrouver. Là, je vais en faire peut-être plus que ce que j'avais là, pour bien illustrer, mais dans le fond, tout l'électroscope va être chargé négativement. Donc, on va retrouver ces charges-là partout à l'intérieur de l'électroscope. Ce qui veut dire que mes feuilles vont se retrouver écartées. Donc, je vais avoir une répulsion entre les feuilles parce que justement, ils sont chargés négativement chacune. Okay? Donc, voilà. L'électroscope est chargé négativement. Maintenant, si j'approche un objet qui est chargé positivement ou négativement du plateau. Donc, par exemple, je vais approcher, disons que j'approche un objet de charge positive encore. Okay? Qu'est-ce qui va arriver? Dans le fond, ces charges positives-là qui sont dans mon objet en haut vont attirer les charges négatives qui sont présentes à la base de l'électroscope. Donc, ces charges négatives-là, il y en a quelques-unes qui vont se ramasser en haut sur le plateau. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? Donc, disons que je fais disparaître celle-là, puis celle-là ici. Puis, ils vont se retrouver ici et là. Okay? Bon, en gros, ça ressemblerait à ça. Donc, je vais avoir globalement, mes feuilles vont avoir une charge globale qui est plus faible. Donc, qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Bien, mes feuilles vont se rapprocher. Donc, oui, ils vont être encore écartés, mais moins. Okay? Donc, on va avoir, finalement, les feuilles qui reviennent vers l'intérieur. Maintenant, si je prends un objet négatif, donc je prends un objet qui est chargé négativement, hop, 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 hop. Donc les charges négatives vont repousser les charges négatives du plateau. Donc ces charges-là, c'est le contraire de tantôt, je pourrais en prendre, disons, deux, là, puis ils vont être repoussés le plus loin possible jusqu'aux feuilles. Donc, celle-là ici, puis celle-là, là, hein, je les prends au hasard comme ça, je n'ai pas de préférence. Donc, je les retrouve ici et là. Donc, j'ai deux feuilles qui sont chargées encore plus qu'avant. Donc, la répulsion va être encore plus forte. Donc, ce que je vais avoir comme résultat, peut-être que j'exagère un petit peu, mais l'idée là, c'est que la répulsion va être plus forte. Donc, mes feuilles vont s'écarter encore plus. Donc, en gros, en résumé, si j'approche un objet qui est de même nature de charge que l'électroscope, mes feuilles vont s'écarter encore plus. Si j'approche un objet qui est chargé d'une nature différente,
les feuilles vont se rapprocher. Donc, je peux détecter avec ça le type de charge qu'on a, si c'est la même ou le même type ou le type contraire. En fait. Donc voilà, c'est tout pour isolant et conducteur et par le fait même induction électrique.